Voilà, alors ce soir je me trouve avec Anne. Alors je vais pas écorcher votre nom de famille, je vais vous laisser prononcer. Par contre, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Alors, Anne-Marie Kéméner. Kéméner, voilà. Donc on commence à arriver en Bretagne. Hein. Voilà. Et donc tu es ici dans le tracteur parce qu'on va discuter un petit peu d'un grand salon qui a lieu ici sur Rennes, qui est tout simplement le Space. Le Space, donc qui est assez connu au niveau élevage, qui est très connu même au niveau international. Ouais, absolument, oui. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais savoir, est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir un Space cette année? Alors on prie pour qu'il ait lieu cette année comme tous les participants, parce que malheureusement l'année dernière on a évidemment été obligé de l'annuler dans sa forme présentielle et voilà, on a remis l'organisation en route pour pouvoir le tenir cette année en espérant que le contexte nous le permettra. Un petit klaxon à nos copilotes. Oui, et alors les dates habituellement c'est toujours en septembre, à peu près à la mi-septembre? Oui, toujours à la mi-septembre. Alors cette année on innove aussi, puisque l'année dernière elle nous a poussé aussi à innover, à trouver des nouvelles formules, à développer aussi tout ce qu'on peut proposer sur le digital. Donc cette année, au lieu de 4 jours en présentiel, ce sera 3 jours en présentiel et une journée axée sur le digital. Voilà. C'est aussi pour répondre à la demande des participants d'avoir un salon plus resserré. D'accord, voilà. D'accord. Et alors, au niveau de la typologie du salon, alors moi j'avoue que c'est un des rares salons que j'ai pas encore fait, mais je pense que j'essaierai de venir quand même cette année, je ne peux pas faire autrement. Non, maintenant c'est impossible autrement. Alors on est fort orienté sur la partie élevage, plutôt bovin, mais aussi une partie sur les volailles et le porc. Oui, parce qu'ici vous arrivez dans la région en Bretagne, mais en fait dans le Grand Ouest, qui est quand même la plus grande région d'élevage en France. Donc le Space a cette particularité de réunir toutes les filières d'élevage, en fait, que ce soit les filières bovines, alors majoritairement lait, mais aussi viande, et puis toute la filière porc et la filière volaille, en fait. Voilà, c'est ce qui fait la particularité aussi du Space, qui est vraiment un salon en plus orienté vraiment vers les professionnels, quoi. Et j'entends souvent parler des concours qui ont lieu au niveau du Space. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme particularité à ces concours? En fait, on a des concours qui se déroulent pendant 4 jours avec vraiment ce qu'on a l'habitude d'appeler au Space comme étant le top de la génétique qui est présenté au salon, quoi. Donc, vous avez la race Primostein et puis vous avez 2 races à l'honneur tous les ans qui sont... Donc cette année, normalement, par exemple, en race à viande, on aura la rouge des prés à l'honneur et puis une race laitière également. Voilà, c'est vraiment ce qui permet aussi à nos éleveurs qui sont sélectionnés en fait pour venir participer au salon et puis qui obtiennent des prix. C'est vraiment une vraie référence pour eux par la suite. D'accord, alors là, on vient de rentrer dans la ville de Torigné-Fouillard. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Torigné-Fouillard. Torigné-Fouillard, ouais. Voilà, donc dans le bord. Alors je fais attention à ma route aussi, alors de temps en temps j'écoute pas, mais il y a combien de stands, enfin de représentations au niveau du Space? Le Space, il rassemble 1400 exposants en fait. Donc vous avez un salon qui se déroule dans 10 halls et puis tout un espace à l'extérieur pour le matériel à l'air libre. Donc c'est 1400 exposants, un tiers d'entre eux sont des exposants étrangers. Et puis on avait traditionnellement 100 000 visiteurs qui venaient au salon avec 15 000 d'entre eux qui venaient de 120 pays différents en fait. C'est ça qui est vraiment une forme internationale quoi. Qui est vraiment génial chez nous, c'est que quand on ouvre les portes du salon à Rennes en septembre, c'est le monde entier qui sont concernés par le monde de l'élevage qui viennent chez nous, quoi. Donc c'est à la fois une grande joie et une grande fierté de rassembler tous ces professionnels dans le Parc Expo de Rennes. C'est un peu la mecque de la génétique, de la qualité aussi et de l'évolution, j'allais dire, du progrès en agriculture, de tout ce qui est génétique au niveau élevage et avancé alors. Oui, génétique et puis tout ce qui a trait en fait à l'innovation en matière d'élevage qui est certainement aussi pas encore assez connu du grand public et on a encore du travail, je pense, à faire sur le sujet, mais c'est aussi ce que permet ton initiative là, c'est de pouvoir aussi montrer à quel point l'agriculture innove au quotidien. Voilà, au quotidien, exactement. Et l'élevage en fait partie aussi, est fort, j'allais dire, critiqué aussi, alors qu'il y a eu d'énormes évolutions au niveau de, j'allais dire, du bien-être animal entre autres. Est-ce que
les citoyens parfois ne comprennent pas, c'est que si on n'a pas de bien-être animal, on n'a pas d'élevage qui fonctionne. C'est ça, c'est ça. Et le bien-être animal, il va avec, voilà, avec le bien-être de l'éleveur. Et ces questions-là, en fait, sur le space, on les aborde depuis vraiment très très longtemps. Ça fait, quand on reprend les thèmes de ce qu'on appelle notre plateforme recherche et développement, qui présente justement toutes les innovations et tous les travaux de recherche menés surtout par les chambres d'agriculture, ça fait déjà plus de 10 ans en fait qu'on avait mis le bien-être animal en lumière, qu'on avait mis voilà, les questions climatiques et d'environnement aussi, quoi. Donc au space, en fait, il y a la réponse technique et concrète à toutes ces questions sociétales aujourd'hui auxquelles l'élevage est exposé. Ok, alors j'ai le co-farming qui m'a proposé donc de faire un quiz. Ah. On t'a envoyé les questions parce que moi je peux pas les lire lorsque je conduis. Ouais. Alors si tu peux les épeler, donner toutes les réponses possibles et puis faire un choix parmi voilà. Alors donc je te dis la première question, oui. C'est ça? Alors, allez. Pour un bon Queen Amman, tout le monde sait ce que c'est un Queen Amman? Je ne sais pas. Ça commence. Alors ça commence déjà. Première leçon de breton en fait. C'est la spécialité en fait de gâteau breton qui est faite à base essentiellement de beurre et de sucre, voilà. D'accord. Mais qui est voilà, il faut que vous découvriez ça d'ailleurs pendant votre séjour là. Alors donc pour un bon Queen Amman, il faut Amman en breton c'est le beurre. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Il faut une vache, une betterave, 1 kg de blé, ou une vache, 100 kg de betterave et 100 g de blé, ou alors une analyse de cholestérol nickel et un bon chirurgien cardiaque. Voilà. Alors, quelle est la moins mauvaise réponse? Oh, la moins mauvaise, on va dire que chez nous, ça va être... allez, on va mettre une vache, 100 kg de betterave et 100 g de blé pour faire travailler les agriculteurs. D'accord, ça c'est vraiment une spécialité du coin. Alors, et quelque part, ça met aussi en avant un mélange de différentes productions, vu qu'on a du beurre, on a aussi la production de blé et puis du sucre. Voilà. Donc on a à la fois de l'industrie, de la grande culture et puis de l'élevage. Oui, c'est ça, et ça fait partie, je pense que cette semaine, c'était la semaine du salon de l'agriculture. Oui. Donc voilà, on a une grande pensée aussi, nous, pour nos collègues organisateurs du salon. Ouais. Et je pense que les Queen Amman font certainement partie aussi des produits qui doivent être primés ou en tout cas exposés dans le cadre du concours général agricole, j'imagine. Je sais qu'il y a un gros secteur breton lorsqu'il y a le salon de l'agriculture, donc il y a une belle représentation au niveau... Et la Bretagne est la région qui a le plus de produits médaillés en fait. D'accord. Ouais, voilà, au concours général. Bon, il y a encore des concours généraux qui vont se passer normalement, d'après ce que j'ai compris. Donc, on n'oublie pas le salon et j'allais dire, on en reparlera certainement prochainement. Ouais. Bon, allez, on va passer à une deuxième question. Alors, la question cochonne, parce qu'on est arrivé en Bretagne, quel est le plus grand rêve d'un cochon breton? Alors, aller à la plage en brassière Valtra, bleu alors, hein, c'est ça? C'est multicolore. En réalité, là, on a pris, nous on a un bleu, mais c'est vrai que les Valtras ont la particularité de pouvoir être mis dans différentes couleurs. D'accord, bon donc c'est voilà, comme on veut quoi. Ouais. Avoir un tapis de course pour travailler sa culotte de cheval. Pour un cochon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Créer une ligue de catch de Cochon Warrior pour faire des combats dans la boue. Bon, là, ça doit être une question à Jean-Baptiste, hein, forcément. Ouais, c'est ça. Bon, on lui demandera la réponse tout à l'heure, à savoir pourquoi il nous a dit ça. Et que M. Enaf se lance dans la rillette d'insectes. Voilà. On voit du pâté, du fameux pâté Enaf qu'on est du pâté, de la rillette d'insectes à la place. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse qui corresponde mieux à la réalité? Ou alors pas du tout à la réalité? Je ne sais pas s'il y en a une vraiment qui corresponde à la réalité. C'est vraiment des questions tendues quand même. Je ne sais pas à quelle heure vous avez... Ah bah là, il devait être à peu près minuit. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, on va dire aller à la plage en brassière Valtra alors. Ok. Voilà. Après, ça a un rapport peut-être avec le bien-être animal. C'est vrai qu'on dit parfois que les cochons sont dans un environnement clos. Mais ce qu'on a du mal à expliquer en général au grand public, c'est que
peut-être un peu plus facilement avec la Covid maintenant, c'est que c'est un animal qui est quand même sensible et si on le met au grand air et quelque part, on va disperser des risques de maladie et ça c'est une problématique aussi du porc par rapport à son environnement, quoi. Oui, et puis en fait pour élever des porcs aussi, il faut un environnement sanitaire très sécurisé. Oui. C'est aussi ce qui a fait le succès de la production quand même ici en fait. Et voilà, dans l'imaginaire un petit peu du grand public, c'est ça en fait, que les animaux pour être heureux, il faut qu'ils soient à l'extérieur, mais finalement c'est pas, comme tu dis, c'est pas du tout la réponse au bien-être des animaux, en tout cas en production porcine, quoi. Et le fait d'avoir un environnement sanitaire sécurisé, c'est ce qui est le meilleur garant de leur bien-être. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des visiteurs étrangers qui viennent au SPACE ou de nos participants, et notamment pour ceux qui sont dans les pays en voie de développement, ils viennent chez nous pour chercher des réponses à ces questions-là, justement, parce que le premier écueil pour développer la production chez eux, c'est la maîtrise du sanitaire. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça. Mais il y a des recherches qui sont en cours pour essayer aussi de faire une partie pouvoir faire sortir les animaux, notamment en production porcine, mais on sait que de toute façon, ça restera un marché très très confidentiel en fait, et qui ne peut pas s'adresser à la majorité en fait des consommateurs de viande porcine aujourd'hui, pour répondre à la demande, quoi. En parlant de ça, je suis en train de me poser la question, je me dis c'est quand même incroyable que des citoyens qui eux vont s'entasser dans des villes de façon automatique aient à penser que les porcs doivent forcément être à l'extérieur pour qu'ils soient bien, alors que les gens font l'inverse. Ouais, c'est tout à fait paradoxal. C'est vrai que c'est quand même un paradoxe qui est grandiose, quoi. Oui, puis c'est peut-être aussi la relation entre l'homme et l'animal, qui est un petit peu en train de changer, ou bien d'avoir une vue aussi, une relation de l'homme à l'animal, plutôt à l'animal qui se résume un petit peu à l'animal de compagnie. Et qui pense qu'on peut le transposer à nos animaux en fait, qui sont élevés dans les fermes, mais c'est loin d'être le cas. Donc c'est là où on a beaucoup de travail encore à faire pour faire comprendre en fait finalement, et pour informer de ce qui est fait dans nos élevages, quoi. C'est ce que j'ai eu l'occasion de discuter une fois lorsqu'on avait une représentante de L214 devant nous parce que j'avais une discussion avec, et je lui dis mais vous savez, mon père moi m'a expliqué quelque chose, il m'a dit tu sais que les races de chevaux lourds n'existent encore maintenant que parce qu'elles ont eu une présence et une utilisation en boucherie. Sinon elles auraient disparu de la circulation depuis l'après-guerre où les races sont plus utilisées. Et quelque part en élevage, on ne s'imagine pas que si on devait arrêter les élevages, alors certains voudraient peut-être libérer, je ne sais pas, il faudrait faire des zoos ou des choses comme ça, mais on interdit les zoos, on interdit les cirques, on interdit aussi l'élevage. À un moment donné, les animaux vont finir par disparaître de la planète complètement à cause de, j'allais dire, cette forme de restriction aussi, parce que si on les abandonne et si on ne mange plus de viande, ça serait quand même très problématique, quoi. Ah oui, absolument. C'est vrai que c'est assez paradoxal aussi. Bon allez, si on passait à une troisième question, j'espère qu'elle sera un peu plus... Si un agriculteur avait une baguette magique, il aimerait pouvoir se balader avec son cochon en ville comme on peut faire avec son chien. Justement, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, c'est marrant. Devenir Thierry pour pouvoir faire un tour de France en tracteur. Est-ce qu'il voudrait dire que je suis un cochon quelque part? J'avais pas fait le encore. Gagner au loto et se payer un super tracteur avec siège en cuir et pommeau de vitesse en or blanc. En blanc, attention. Ouais, pourquoi? Je sais pas. Bon, je sais pas, c'est... Bon, ça bouge un petit peu, hein, attention. Pas de problème. Dompter la météo et choisir son temps pour demain depuis son iPhone. Dompter la météo et choisir son temps pour demain depuis son iPhone dans son lit. Voilà. Ah, bah ça. Ça, c'est à toi de répondre. Bah, je sais pas. Bah moi je suis moi, donc oui, je suis content de le faire. Donc oui, j'imagine qu'un cochon pourrait peut-être être... C'était ça la question aussi. C'est un agriculteur avec une baguette magique qui aimerait pouvoir se balader avec son cochon en ville comme on peut faire avec son chien. Ça, je suis pas sûre quand même. Non, je pense pas que ce soit le rêve des agriculteurs. Non. Gagner au loto pour avoir le super tracteur, voilà, on va demander à Valtra de faire un effort. Ils ont déjà beaucoup de spécificités,
ils optimisent. Alors, ouais, peut-être qu'un pommeau en cuir, en or blanc, pardon. Ouais, Mais bon, voilà. je vois pas l'utilité. Peut-être dompter la météo, choisir son temps parfois, ça pourrait être utile. Mais bon, en même temps, c'est le propre du métier des agriculteurs de travailler avec la météo. Ouais, moi je préfère être moi et faire le tour de France. Donc pour mon choix, je l'ai fait vu que j'ai réussi à pouvoir le co-organiser. Donc c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que l'histoire de la météo, alors le faire de son lit, déjà je vois pas pourquoi le faire de son lit, parce qu'on peut se lever aussi, et tant qu'à faire. Se lever le matin, c'est un bonheur d'aller travailler, je pense. Hein. Sinon, si on fait pas. Enfin, si on a. Parfois ça arrive que ce soit pas vrai, mais en tout cas ça doit plutôt l'être. Et après, si on avait la chance ou la malchance pour moi de choisir le temps, on créerait des guerres supplémentaires, quoi. Parce qu'à un moment donné, moi je voudrais qu'il fasse beau et mon voisin voudrait qu'il pleuve. Et à l'inverse, les citoyens voudraient qu'il fasse beau tout le temps et jamais de pluie. On finirait par se taper dessus, je pense. Hein. Oui, trouver un consensus là-dessus, ça serait pas top. On serait Franchement, jamais je pense d'accord. pas. Voilà. Donc, à mon avis, tous les agriculteurs rêvent de venir faire un tour en tracteur, et moi j'ai la chance de le faire. Et puis vous avez la chance de nous accompagner. Oui, avec grand plaisir. Vous dire, alors, comme c'était indiqué dans votre parcours, c'était vous souhaitez la bienvenue en Bretagne. C'était le Digemermad en breton. Voilà. D'accord. C'est ça. Digemer, ça veut dire prendre en fait. Donc, et mad, c'est bon. Donc, en fait, c'est la bienvenue, quoi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, on est bien reçus. On a un superbe soleil. Moi, il y a des gens qui disaient souvent une blague en disant qu'en Bretagne il faisait du soleil, mais ils disaient bon, pour l'instant mon fils il a que 18 ans, donc il l'a vu que 2 fois dans sa vie. C'est absolument faux. Il y a quand même. On a peut-être plus d'intensité de pluie quand il pleut. Dans certains coins peut-être de la Bretagne aussi, plus que dans d'autres, mais bon voilà, ils s'en plaignent pas non plus. Ils sont toujours très. La particularité aussi des Bretons, mais comme je pense un peu chacun est un peu fier de sa région, vous allez pouvoir la découvrir en plus, donc c'est quand même une belle région, donc même si la météo des fois est un peu capricieuse, elle ne gâche pas quand même le plaisir de vivre et de travailler ici. Alors vous avez une réputation, j'allais dire, de bon accueil aussi, de beauté de lieu, parfois un peu de pluie. Chez nous, dans les Hauts-de-France, on a la réputation d'avoir plutôt froid, alors qu'on a aussi des très beaux secteurs. Souvent, on dit qu'on a chaud au cœur, donc ça remplace, ou ça compense. Mais c'est vrai qu'on est certainement des régions qui sont peut-être un peu contrastées entre l'image et la réalité des choses, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'il y a des atouts. Enfin bon. Moi, je connais des amoureux de la Bretagne, des gens qui ne prendraient leurs vacances nulle part ailleurs que de venir en Bretagne, quoi. Oui, ça m'étonne pas. Parce qu'on a tout. On a des côtes superbes. On a aussi le centre de la Bretagne, qui est une région aussi à découvrir, qui est un petit peu moins connue, mais voilà, on a beaucoup de paysages aussi contrastés entre les différences entre la Bretagne Nord, Bretagne Sud. Plein de choses, et puis une belle région agricole aussi. Ouais. Vous allez le découvrir là en allant à la rencontre de vos collègues dès demain. Ouais. Et puis on a été accompagné aussi par le réseau agriculteurs de Bretagne qui nous a donné un coup de main pour pouvoir organiser un peu cet ensemble-là, nous mettre en contact. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir et de voir la structuration qui est faite. Alors, est-ce que c'est parce que la Bretagne, c'est un petit peu un pays à part par rapport au reste de la France? Je me pose encore un petit peu la question, mais souvent, il y a tout au moins une identité qui est forte chez les Bretons. Oui, il y a une identité culturelle très forte qui tient à son histoire, à sa langue aussi, et puis à sa culture quand même, avec des traditions, mais oui, une identité, un sentiment d'appartenance qui est vraiment très fort de la part des Bretons. C'est vrai. Peut-être moins caricatural que chez nous dans le Nord où on a un accent parfois très prononcé. Alors ici, les accents, on les trouve plutôt entre les différentes façons parfois de prononcer le breton. Ouais. Mais entre différentes régions, on ne prononce pas forcément le breton de la même manière. Et c'est vrai que la Bretagne a été depuis longtemps quelque part pionnier quand on parlait en système d'élevage et d'évolution. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problématiques environnementales qui ont été mises en avant il y a quelques temps, mais depuis 20 ans, vous avez fait des évolutions énormes au niveau des élevages, des suivis, de l'organisation pour, montrer que vous avez vraiment évolué sur ces systèmes-là, quoi. Oui, c'est en fait la lumière qui est faite un petit peu, c'est
jours-ci, là, au travers des reportages qu'on peut voir ou des films qu'on peut voir dans les médias, là, qui montrent quand même à quel point en très peu d'années, finalement, le quotidien des agriculteurs a beaucoup évolué. Alors c'est vrai des fois on voudrait revenir un petit peu, enfin en tout cas on voudrait nous faire revenir à une agriculture d'antan un petit peu passéiste, passéiste, bucolique. Bucolique, mais j'entendais la réalisatrice, Agnès Poirier du film, du documentaire Nous Paysans, oui, qui lui disait que la plupart des agriculteurs, à l'issue de ces échanges avec eux, ils disaient pour rien au monde, ils voudraient revenir à l'agriculture d'avant, quoi. Oui, entre l'image qu'en a le grand public, en disant oui, c'était beau, c'était sympathique, enfin, moi je le mets un peu en rapport à des gens qui se baladent en calèche, qui disent ah c'est sympathique, c'est agréable, c'est vraiment beau, mais de là à revenir à un mode comme celui-là pour tout le monde et tout le temps, c'est impossible, alors qu'on est des lieux où on retrouve une agriculture, enfin du maraîchage, j'allais dire des choses vraies. Je pense qu'il y a une nécessité, c'est vrai qu'il y a une grosse évolution, mais de là à dire qu'il faut faire une croix sur les évolutions qu'on a eues, c'est combien? C'est 40 dernières années, parce que c'est vrai que quand on parle de nous paysans, ils se sont un peu arrêtés dans les années 80, j'ai l'impression, quoi. Oui, au niveau du reportage. Ils sont pas allés au bout de la présentation en fait de ce qu'est vraiment l'agriculture aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Même si le reportage est très, très bien fait et il représente quelque chose, mais il en manque un morceau. Je pense qu'il pourrait y avoir un numéro 2. Voilà, donc il pourrait venir au space voir parce que c'est une vraie vitrine en fait de ce qui existe aujourd'hui dans les élevages, et puis de venir faire un tour justement comme vous dans les élevages de l'Ouest pour voir à quel point voilà, c'est aussi une agriculture de progrès et que ça a beaucoup bougé, quoi. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs souvent tous les visiteurs qui viennent pour la première fois au space et qui ne sont pas du monde agricole. Ils sont vraiment ébahis par le niveau en fait de technicité et de technologie qui est utilisé dans notre domaine. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, déjà quand on voit aussi les évolutions, puis après ce qui est intéressant, c'est la diversité qui existe aussi dans les races, dans les typologies. Et souvent la relation qu'ont les éleveurs avec leurs animaux, quoi. On les voit passionnés. Alors c'est vrai que le concours, ça peut paraître pour certains dans le grand public une image un peu caricaturale, mais c'est vrai que c'est un moment important et c'est là où on révèle aussi la qualité de l'élevage, l'entretien et puis des décennies de soins et d'entretien, de sélection pour obtenir les bêtes les plus adaptées aussi à l'environnement dans lequel elles doivent exercer, quoi, quelque part. Oui. Il y a toujours beaucoup d'émotions autour de ça. C'est là où on voit vraiment l'attachement et la relation en fait qu'ont les éleveurs avec leurs animaux, notamment au moment des finales des concours. Là, chez nous, on voit toute l'émulation qu'il y a au travers de ça. C'est vraiment... c'est beau, c'est beau à voir, quoi. Et est-ce qu'au niveau des jeunes en Bretagne, on a aussi beaucoup beaucoup d'intérêt, de regain d'intérêt aussi sur les élevages, sur les exploitations globalement, quoi. Ça reste un métier qui a le vent en poupe, ou alors c'est un peu comme partout en France, un peu difficile de voir des successions qui se font correctement? Il y a toujours quand même une certaine difficulté, je pense, aujourd'hui à reprendre certaines exploitations, quoi, dans la mesure où les investissements sont forcément conséquents et que c'est un métier de passion et que donc c'est pour ça que c'est vraiment important aujourd'hui de redorer l'image de l'élevage et de ces métiers-là pour encourager nos jeunes à s'y engager. Et faut notamment en production laitière où la question se pose de manière assez importante en Bretagne, en fait, pour reprendre les ateliers laitiers, parce que forcément c'est un beau métier mais qui a beaucoup d'astreintes aussi, donc voilà, c'est sur cette production là où la question se pose de manière assez importante.
Et est-ce qu'on voit de plus en plus de création de collectifs, alors que ce soit déjà la Bretagne au niveau des CUMA, c'est très actif, Ouais. mais aussi au niveau des élevages, j'imagine que s'associer à 2 ou 3 pour pouvoir justement suivre un élevage et avoir la chance ou le droit de prendre un week-end de temps en temps, ça fait partie aussi des choses qui deviennent indispensables pour pouvoir pérenniser les exploitations. Oui, complètement. Oui, 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 parce que c'est vrai qu'il y a parfois ce regard sur la taille des élevages en fait, qui pose question aussi aujourd'hui, notamment de la part de ceux qui nous observent de l'extérieur. Mais comme tu le dis, c'est ce qui permet parfois aux agriculteurs justement de s'organiser et d'avoir aussi une vie en dehors de leur vie sur l'exploitation, d'autant plus que parfois les conjointes ne travaillent pas sur l'exploitation elle-même, quoi. Donc, c'est aussi vecteur de progrès finalement, de pouvoir s'associer comme ça, parce que ça permet aussi d'avoir accès à un certain nombre d'organisations qui sont qui vont faciliter le travail, quoi. Et alors, pourquoi il y a plus de collectifs aussi de CUMA en Bretagne, dans l'Ouest généralement, par rapport à ailleurs? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des difficultés, il fallait serrer les coudes à un moment, ou c'est la mentalité des gens qui fait que l'association se fait plus facilement? La volonté de travailler en collectif, finalement, enfin moi mes parents étaient éleveurs dans le centre-Bretagne. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours connu, quoi, finalement. Cette question de l'entraide ou du travail en collectif, c'est quelque chose qui est assez naturel, enfin qu'il était en tout cas de manière assez naturelle en Bretagne. C'est aussi ce qui a donné naissance en fait à tout le mouvement coopératif, pour pouvoir justement se regrouper et s'associer pour être plus fort. Donc je pense que la question des CUMA, elle suit aussi cette manière de travailler aussi et de travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a des grosses coopératives aussi qui sont présentes, enfin je dirais quasiment aussi dans les plus importantes au niveau du secteur ouest encore en général, quoi. Oui. On a sur le territoire breton, on a Eureden, on a beaucoup de coopératives comme celle-ci, on a Even, des grands... Et il y a des grandes marques aussi, alors qui ressortent, j'allais dire le beurre paysan breton, c'est une marque ou c'est une coopérative? C'est une marque. C'est une marque. Une marque d'une coopérative, oui. Une marque de coopérative. Oui, voilà. Ouais. Mais pour en revenir aux jeunes, moi quand je les vois dans les allées du Space, ça me redonne confiance, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent visiter le salon, et quand on les voit passionnés pour aller se renseigner, aller voir, tiens, t'as vu tel matériel, tel produit, etc., ou les voir aller à côté des animaux, les observer, etc., ça redonne quand même confiance dans l'avenir de notre secteur. Et on voit aussi de plus en plus de jeunes qui ont eu un travail à l'extérieur, qui reviennent sur les exploitations après une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et quelque part, ils apportent un sang frais aussi et sûrement une vision un petit peu différente à l'agriculture. Ça, c'est certainement intéressant aussi pour faire évoluer nos modèles et puis apporter de la professionnalisation aussi dans nos métiers, parce que parfois on est un peu enfermé dans nos fermes et le management du personnel, par exemple, ou l'organisation, c'est pas toujours facile de s'éduquer aussi à ces démarches-là lorsqu'on est un peu dans sa ferme, alors que quand on a bossé à l'extérieur avant, on a certainement une ouverture différente, quoi. Oui, ça permet d'apporter ce regard-là qui est forcément important, indispensable.